Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session du journal. Tout d'abord, le sommaire. Un nouveau procès mettant en cause l'ancien ministre de la Justice Constant Moutamba débute ce lundi 13 juillet 2026 devant la Cour de cassation. Il concerne la gestion des fonds du fonds de la réparation et d'indemnisation, j'y arrive, des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Vous aurez le détail au cours de cette édition du journal. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Nous ouvrons cette édition de journal par cette information. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la nomination de 8 nouveaux administrateurs au sein du conseil d'administration de la Banque centrale du Congo. Suivez. Article 1er. Sont nommés administrateurs de la Banque centrale du Congo les personnes ci-après. 1. Monsieur Thomas Batetele Boleki Linka. 2. Monsieur Alain Kaasha Ntumwa Ntariba. 3. Monsieur Loussamba Ntumba Martin. 4. Madame Eliane Munkeni Kieke. 5. Monsieur Jean Elongo Ongona. 6. Monsieur Bilomba Mbale Marcelin. 7. Monsieur Luboya Kassonga Emmanuel. 8. Enfin, Madame Livy Kipampe Kingwelo Lumbu. Article 2. Et puis, à Burundi, les poignées de main affichant un front uni face à la crise qui embrase l'Est de la République démocratique du Congo. Les Burundi et la Russie font bloc, trônant une solution africaine. Suivez. À Bujumbura, les poignées de main affichent un front uni face à la crise qui embrasse l'Est de la République démocratique du Congo. Les Burundi et la Russie font bloc. Leur credo, une solution africaine, loin des diplomaties occidentales. Moscou pousse ses pions, capitalisant sur la présidence burundaise de l'Union africaine pour éteindre son influence dans les Grands Lacs. Mais loin des salons diplomatiques, la réalité du terrain est celle des armes. L'Alliance Fleuve Congo, portée par les rebelles du M23, soutenue par le Rwanda, continue sa progression. Les lignes des fronts bougent, la crise humanitaire s'aggrave et les tentatives militaires de Kinshasa et des forces régionales peinent à stopper l'hémorragie. Face à ces périls, les pouvoirs congolais avancent pourtant fissurés. À Kinshasa, l'unité nationale vole en éclats. L'initiative des Bujumbura de consulter l'opposition et la société civile congolaise a provoqué une vive crise politique. Les gouvernements y voient une ingérence extérieure qui court-circuite l'État, tandis que l'opposition accuse le président Tshisekedi des dérives autoritaires sous couvert des guerres. Les gouvernements, de son côté, durcissent les tons. Toute critique de la stratégie militaire ou toute participation à des dialogues non cadrés par l'exécutif est instantanément qualifiée de trahison. Cette polarisation extrême paralyse l'appareil d'État au moment précis où les pays auraient besoin d'une cohésion nationale absolue pour faire face à la menace existentielle qui pèse sur ses frontières orientales. Si l'axe Bujumbura-Moscou parvient à imposer un nouveau cadre de négociation sous l'égide de l'Union africaine, Kinshasa pourrait se retrouver isolée, prise en étau entre la progression territoriale de l'AFC en 23 et une contestation interne devenue incontrôlable. Et puis, poursuivant cette édition du journal, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a placé la réforme de l'inspection générale du travail parmi les priorités de son action gouvernementale. Lors d'une réunion avec le membre du gouvernement, il a appelé à sélectionner, à moderniser cette institution à travers les dirigeants et plusieurs services. Regardez. Cependant, cet instrument d'État fait face à des insuffisances institutionnelles, organisationnelles, financières, logistiques et opérationnelles qui limitent son efficacité ainsi que sa capacité à assurer pleinement ses missions sur l'ensemble du territoire national. Considérant les orientations données,
Lors du lancement du programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, Debout Jeunes Congolais, il y a nécessité de concrétiser la modernisation de l'inspection générale du travail qui s'inscrit dans son ambition de bâtir un État protecteur, garant d'une économie compétitive et d'un marché du travail formel, attractif et respectueux des droits de travailleurs comme des employeurs. Pour y parvenir, le président de la République a instruit le gouvernement, sous la coordination de la Première ministre, de faire de la réforme de l'inspection générale du travail une priorité. À cet effet, le ministre de l'Emploi et du Travail, avec le concours du vice-premier ministre, ministre du Budget, du vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, du ministre des Finances, ainsi que de tous les autres services concernés, est chargé de prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer l'application effective du cadre juridique régissant l'inspection générale du travail, notamment en renforçant son autonomie administrative et financière et en parachevant son organisation. Garantir une rémunération conforme au statut des inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que la mensualisation régulière de leurs avantages. Accélérer la modernisation, les rajeunissements et la digitalisation de l'inspection générale du travail, notamment à travers la promotion de l'excellence, la dématérialisation des procédures, la mise en place d'outils numériques des contrôles et d'une base nationale des inspections. Renforcer les capacités techniques des inspecteurs par un programme permanent de formation et de spécialisation adapté au secteur stratégique de l'économie, harmoniser les pratiques de contrôle et de sanctions afin de garantir la transparence, la sécurité juridique des entreprises et l'égalité des traitements sur l'ensemble du territoire national. Et puis, les bureaux centrales de coordination franchit une nouvelle étape dans le projet des modernisations de la voirie de la commune de Lubunga à Kisangani. En mission dans les Tchopo, son directeur général ad interim a réuni les parties prenantes pour définir les axes prioritaires de travaux avec l'ambition d'améliorer la mobilité urbaine et de renforcer les infrastructures routières. Astrid Kamango nous en dit plus, regardez. Le bureau central de la coordination BSECO poursuit les préparatifs du projet de modernisation de la voirie de la commune de Lubunga à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Le directeur général AD intérim, Sylvain Alongo, a présidé une séance de travail consacrée à l'identification des axes prioritaires afin d'assurer une exécution efficace de travaux. Cette réunion technique a permis aux responsables du projet d'évaluer les interventions à entreprendre pour améliorer les infrastructures routières de Lubunga. L'objectif est de faciliter la circulation, renforcer la mobilité des habitants et de contribuer au développement économique de cette commune de Kisangani. Au cours des échanges, Sylvain Alongo a insisté sur la nécessité d'une planification rigoureuse, du respect des normes de qualité ainsi que des délais d'exécution. Il a également mis l'accent sur une gestion efficiente de ressources afin de garantir la réussite du projet. Le DG intérimaire a rappelé que la réhabilitation de cette voirie constitue un investissement stratégique pour améliorer les conditions de vie de la population, stimuler les activités économiques et de renforcer l'attractivité de la ville de Kisangani. Et puis, comme l'annonçait au sommaire l'ancien ministre de la Justice Constant Moutamba, est devant la Cour de cassation pour répondre d'une nouvelle affaire liée à une présumée tentative de détournement de fonds publics. Cette audience intervient après ces condamnations dans une précédente affaire portée par cette fois la gestion de fonds des Frivaro. Suivez. L'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, doit comparaître ce lundi 13 juillet devant la Cour de cassation dans le cadre d'une nouvelle procédure judiciaire portant sur une présumée tentative de détournement de fonds publics. Cette audience intervient plusieurs mois après sa condamnation à 3 ans de prison par la même juridiction dans une affaire liée à la gestion de plus de 19 millions de dollars américains destinée à la construction d'une prison centrale à Kisangani dans la province de la Tchopo. Le nouveau dossier concerne les fonds de réparation des indemnisations des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, FRIVAO en sigle. L'ancien ministre est soupçonné d'une tentative de détournement dans la gestion de ce fonds.
Dans une lettre manuscrite rendue publique récemment, Constant Mutamba affirme qu'il s'agit d'un troisième procès politique engagé contre lui. Il y confirme sa présence à l'audience malgré un état de santé qu'il qualifie de préoccupant. L'ancien ministre a également demandé que les audiences soient retransmises en direct sur la RTNC ainsi que sur d'autres chaînes de télévision, estimant que cette diffusion permettrait aux victimes de la guerre de Kisangani et à l'ensemble de la population de suivre les débats et de connaître les éléments relatifs à la gestion de fonds du Frivao avant, pendant et après son passage au ministère de la Justice. Cette nouvelle comparution est suivie de près, alors que la justice congolaise poursuit l'examen de plusieurs dossiers liés à la gestion des deniers publics. Et puis parlons de la situation sanitaire en République démocratique du Congo. Une délégation une délégation du secteur de la santé s'est rendue à Kisangani pour coordonner la riposte de la situation qui sévit dans cette partie de la République démocratique du Congo. Regardez. Merci beaucoup. Nous sommes effectivement à Kisangani avec le gouverneur, mais aussi avec toute l'équipe du secteur de la santé, en commençant par le secrétaire général de la santé, l'inspecteur général de la santé, l'incident manager. Nous sommes ici donc pour pouvoir répondre très rapidement aux premiers cas de la maladie à virus Ebola qui sont arrivés à Kisangani. Je voudrais que la population retienne d'abord que les 4 cas que nous avons sont des cas importés, qui sont tous venus de l'Ituri, mais n'empêche, étant donné qu'ils se sont retrouvés dans la ville de Kisangani, prise en charge dans la ville de Kisangani, nous considérons que la ville de Kisangani est touchée. Et donc, autant ce sont des cas importés, autant la surveillance de tous les contacts qui ont pu rencontrer ces cas doivent être suivis. C'est pour cela que nous sommes ici, pour monter toute la riposte, avec tous les différents piliers de la riposte, de telle sorte qu'on puisse rapidement contrôler la situation. L'idée ici, c'est de demander à la population de contribuer à cet arrêt de la propagation de la maladie, notamment en signalant tous les cas symptomatiques. Les personnes qui présentent de la fièvre doivent aller dans les centres de santé. Tous les médecins, tous les centres de santé sont informés que tous les cas doivent être signalés pour investigation. Et c'est l'équipe de la riposte qui verra si oui ou non on va faire le prélèvement. Mais nous sommes ici surtout pour mobiliser toute la communauté parce que la riposte doit être prise en charge par la communauté elle-même. Avant de refermer complètement cette édition de journal, a débuté jeudi la campagne d'évangélisation organisée par l'église Pierre-Anguilaire de Moulard à Kinshasa dans l'occasion de la célébration de son 10e anniversaire. C'est clôturé samedi 11 dernier à l'esplanade de la cathédrale du centenaire protestante. Suivez. Des centaines de personnes sans église acceptent volontairement de confier leur vie à Dieu. En ces derniers jours de la campagne d'évangélisation organisée par l'église Pierre-Anguilaire Moulard à l'esplanade de la cathédrale du centenaire protestant à l'occasion de son 10e anniversaire. Après 3 jours d'évangile intense, conduits par les prophètes polonais Ronnie Michal, ces femmes, hommes et jeunes, venus de divers coins de la capitale, ont pris la plus grande décision de leur vie, accueillir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Des images qui illustrent l'impact de la campagne qui aura tenu toutes ses promesses. Centrant son message sur le thème principal « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu », tiré de Jean 11:40, l'orateur a exhorté les participants à croire à Jésus-Christ et à les servir avec obéissance et fidélité, avant de prier pour les malades qui ont sur place expérimenté le miracle de Dieu à travers son serviteur. La soirée, comme les jours précédents, a été marquée par des moments de forte louange et adoration avec les groupes Les Exilés des Sions, Les Messagers et le frère Moïse Matuta dans une ambiance de fête.
révérend pasteur Florika Bangenumbi, berger de l'église Pierre-Anguilaire Moulard, était présent à cette célébration qui a connu la présence du représentant légal de la 8e CEPAC, le révérend pasteur Maurice Kishibisha, et de plusieurs hommes de Dieu venus de partout. Parlons à présent célébration. Le monde célèbre ce 13 juillet 2026 la journée mondiale du rock. Cette commémoration met à l'honneur un genre musical qui a marqué l'histoire contemporaine par son influence culturelle, son esprit d'innovation et son message de liberté, tout en rappelant le rôle de la musique comme vecteur de la solidarité à travers le concert historique. Suivez. Le 13 juillet de chaque année est consacré à la Journée mondiale du rock, une célébration qui met à l'honneur un genre musical ayant profondément influencé la scène culturelle mondiale. Né dans les années 1950, le rock s'est imposé comme un mouvement artistique porteur de créativité, de liberté d'expression et d'innovation. Cette journée rend hommage aux artistes, groupes et passionnés qui ont contribué à faire du rock un phénomène culturel d'envergure internationale. Son influence dépasse le cadre musical, ayant marqué la mode, les arts et de nombreux courants musicaux à travers les générations. La date du 13 juillet fait référence au concert caritatif Live Aid, organisé en 1985, simultanément à Londres et à Philadelphie. Cet événement historique avait réuni les plus grandes figures du rock afin de mobiliser des fonds pour venir en aide aux victimes de la famine en Éthiopie, illustrant ainsi le rôle que la musique peut jouer dans la solidarité internationale. Au-delà de la célébration, cette journée rappelle que le rock demeure un patrimoine musical vivant dont les valeurs de créativité, d'engagement et de liberté continuent d'inspirer des millions de passionnés à travers le monde. Cette édition du journal, pour ceux qui viennent de nous prendre en diffusion en cours avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres. Un nouveau procès mettant en cause l'ancien ministre de la Justice Constant Moutamba débute ce lundi 13 juillet 2026 devant la Cour de cassation. Ce journal est fini. Merci de l'avoir suivi. On s'est fixé rendez-vous à ce soir.